tous, bonjour pour ce tout nouveau rendez-vous consacré à EasyV Gestion Libre, en compagnie justement donc, du même, à savoir Nicolas Meusverger, gérant analyste de la gestion diversifiée et multigestion chez la Banque Postale Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour Imen, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, un grand bonjour à tous. Donc, du coup, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous avez un problème technique. Alors, si vous ne voyez pas notre ami Nicolas, c'est malheureusement normal, puisque pour le moment, en fait, justement, donc, il y a un problème au niveau de la webcam. En revanche, nous l'entendrons avec attention par ailleurs. Donc, je suis désolée, vous allez devoir vous contenter de moi en tant que visuel. Voilà, mais n'hésitez pas éventuellement à poser vos questions. Donc, EasyV portefeuille conseillé, quel scénario de marché et quelle allocation d'actifs pour vos contrats? Tel est l'intitulé de notre présentation. Donc, 4 parties, un peu comme à l'accoutumée. Rappel sur la gestion libre dans EasyV, tout d'abord, puis ensuite les vues de marché de notre ami Nicolas, donc notamment sa stratégie d'investissement, ses convictions financières, puis un petit rappel sur les outils que l'on vous a mis à disposition pour vous aider justement donc, à suivre, à faire votre choix déjà dans un premier temps, et puis à suivre également votre allocation. Et puis enfin, donc, des questions-réponses, on espère, qui seront nombreuses. Alors, tout d'abord, petit rappel sur la gestion libre accompagnée dans EasyV. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous ne me voyez pas. Normalement, vous êtes censé me voir. Donc, on espère que tout est bon. Donc, du coup, qu'est-ce que la gestion libre? En fait, la gestion libre, c'est une modalité de gestion qui permet aux souscripteurs d'investir librement sur tout type de support. Et le souscripteur décide justement lui-même de la répartition de son capital qui peut être amené à modifier au travers d'arbitrage. Alors, deux types de gestion libre à l'intérieur de EasyV. La gestion libre dite totale. Donc, en fait, notre client fait absolument ce qu'il veut justement au niveau de son allocation parce que justement, en fait, il est suffisamment expert dans le domaine pour faire ses propres choix. Ou la gestion libre accompagnée. Des portefeuilles conseillés de Nicolas. Donc, 5 portefeuilles modèles vous sont proposés dans EasyV qui correspondent à 5 profils de risque: prudent, modéré, équilibré, dynamique et audacieux. Alors, petit mot sur effectivement la note d'information qui vous est envoyée tous les mois, la note d'information, de manière à vous tenir au courant justement donc des convictions financières de Nicolas et de son équipe et surtout également des variations des portefeuilles conseillés, ainsi que des performances des portefeuilles. Des alertes mail et SMS vous sont envoyées normalement tous les mois. Pour vous dire justement que en fait, il faudrait aller dans votre interface client pour regarder justement donc, quels sont les changements, les ajustements effectués par Nicolas dans les différents portefeuilles conseillés. Donc, ensuite, alors plusieurs options proposées, plusieurs garanties. Je la fais assez rapide, hein, donc versement régulier, à savoir que donc à partir d'un certain montant, vous avez la possibilité justement donc de verser le même montant tous les mois de manière à lisser justement donc votre contribution à l'intérieur de votre allocation. Une sécurisation des plus-values, à savoir que lorsque justement des plus-values sont réalisées, vous pouvez en fait mettre les plus-values en question dans votre fonds en euros. Un investissement progressif également, donc justement qui va aller justement crescendo pour le coup, et des rachats planifiés. Des garanties, donc deux garanties, la garantie coup dur premium et la garantie plancher. Ok, donc du coup, concernant les contours de l'univers d'investissement, 3 filtres, 3 niveaux. Easy Bourse, dans un premier temps, qui est force d'initiative éventuellement et de proposition, la Banque Postale et CMP. J'ajoute que pour Easy Bourse, en fait, le niveau Easy Bourse, il y a le niveau client Easy Bourse. Et oui, vous avez la possibilité de nous formuler vos demandes, justement, donc de référencement. On en a eu depuis le début de l'aventure d'EasyV. Rien qu'au mois de décembre, on a eu justement une demande d'un ETF sur le Nasdaq. Donc voilà, on a vu avec la Banque Postale Asset Management dans quelle mesure il était envisageable d'ajouter cet ETF, et on l'a fait au mois de janvier en formulant la demande donc explicitement à CNP. Donc des considérations quantitatives et qualitatives et des critères techniques d'éligibilité. Donc là, vous les avez sous les yeux. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il faut qu'on allie à l'intérieur justement donc des UC référencés à la fois qualité financière et qualité extra-financière. Effectivement, c'est devenu aujourd'hui une dimension extrêmement importante, à l'instar des filiales de notre maison mère, à savoir justement donc avoir un univers d'investissement qui a une connotation très durable pour le coup, avec deux définitions clés. Donc le label ISR d'État,
ou alors éventuellement un cumul entre la classification SFDR, donc la fameuse classification européenne, donc 8 et 9, qui rend compte de la durabilité justement des fonds, plus, donc cumul, avec également les globes Morningstar au-dessus de 3. Donc voilà, donc il faut savoir que Morningstar, c'est un fournisseur de données concernant donc les fonds d'investissement. Et donc, il a deux types de notation. La notation dite financière, donc ce sont les étoiles Morningstar, et la notation extra-financière, où là, on parle de Globe Morningstar. Et très bientôt, nous allons rendre compte dans nos fiches valeurs OPC, en fait, de cette notation extra-financière. Donc, rapidement sur l'univers d'investissement, on a aujourd'hui 121 UC dans l'univers gestion libre. Donc 99 OPC gérés activement, 17 ETF et 5 SCPI bientôt, donc bientôt, c'est-à-dire en fait d'ici à la fin du mois, 6 SCPI. 6 SCPI qui vous seront proposés. Une architecture ouverte qui s'est traduite par justement donc des produits appartenant à de multiples sociétés de gestion, pour le coup 38 sociétés de gestion énumérées à ce stade. Alors, donc là, vous voyez éventuellement les émetteurs des SCPI. Donc, la 6e SCPI, ce sera une SCPI de la française. Donc, on en a déjà une, on va en avoir une autre. Donc, épargne foncière, on avait. Et on va avoir Europimo, donc d'ici la fin du mois. Alors, une sélection donc dite durable qui se distingue, comme je l'ai dit, par la classification SFDR, par les Globe Morningstar, le label ISR, mais pas que. On a également le label Greenfin qui fait référence à la transition énergétique et donc à la dimension climat. Le label également Finansol qui lui fait référence en fait à l'aspect solidaire. Et puis éventuellement le label Relance, pour parler uniquement des labels français, qui lui justement donc rend compte de la participation à la relance de l'économie et notamment du financement des ETI et PME françaises essentiellement. Donc voilà donc pour l'univers d'investissement. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais disons que c'est un univers grosso modo qui est assez complet, puisque en fait on a une diversité de classes d'actifs qui vous sont proposées, de zones géographiques, de secteurs et de thématiques, également de taille de capitalisation et de style de gestion, donc style croissance ou style éventuellement value, donc style décoté. L'idée pour nous, c'est que quand on fait un ajout ou quand on fait un remplacement, on s'efforce justement donc de vous proposer en fait une palette toujours très étoffée au niveau des différentes variantes qui existent. Donc voilà, je réitère le fait que vous pouvez être force d'initiative. Voilà, ça c'était pour ma partie à moi, donc le rappel des différentes caractéristiques concernant EasyV Gestion Libre. Maintenant, je laisse la place à notre justement invité d'honneur, Nicolas Meusberger, pour la partie macroéconomique. Nicolas, je te laisse la parole. Merci, Imen. Commençons par quelque chose qui nous occupe depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est les conditions sanitaires, puisque ça fait partie des 3 ou 4 sujets sur les marchés que nous regardons ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors sur l'aspect sanitaire, les dernières fois que nous avions fait ce genre de webinaire, j'arrivais très souvent avec des nouvelles qui étaient bonnes, puis qui ont été remplacées par des nouvelles moins bonnes. Là, il se trouve qu'on a une situation qui est un peu meilleure. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, sur la partie gauche, ce sont les nouvelles personnes, les nouveaux cas, donc les personnes qui sont nouvellement contaminées sur les différents continents, en Europe en bleu, en Amérique du Nord en blanc, en Amérique du Sud en vert, en Asie en rouge, en Océanie en bleu ciel et en jaune, c'est pour la partie Afrique. Vous voyez qu'on a eu un énorme pic au début de cette année 2022 qui est dû notamment en très grande partie aux variants Omicron. On voit que depuis quelques jours, il y a quand même une tendance de baisse, même si on reste à des niveaux très élevés aujourd'hui. Sur la partie droite, c'est les nouveaux décès. On voit que ces nouveaux décès restent dans des proportions qui restent contenues. C'est ce qui fait que, ce dont on avait déjà parlé le mois dernier, on est sur un variant Omicron qui est quand même très, très contagieux, mais qui entraîne relativement moins de décès parce qu'on a de meilleurs réflexes dans les hôpitaux pour soigner les gens et tout simplement parce que l'effet de la vaccination entraîne des cas graves avec beaucoup moins dans une moindre quantité. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Sur la page suivante, sur la page suivante, on va parler un peu plus, on va rentrer un peu plus dans l'aspect économique et notamment dans la partie macroéconomique. Et là, je vous ai mis
des graphes, 6 graphes qui correspondent chacun à une zone. En haut et à gauche, c'est la partie globale, internationale. En haut au milieu, les États-Unis. En haut à droite, le Japon. En bas à gauche, la zone euro. En bas au milieu, la Chine. Et en bas à droite, les pays émergents. On voit que ces graphes mesurent à peu près la température qu'il y a sur les sorties des chiffres macroéconomiques. On voit que ces derniers temps, il y a quand même deux tendances. Des pays où ça fléchit un petit peu, les États-Unis en haut et au milieu, on le voit que la courbe diminue un petit peu. Au Japon, à l'inverse, on est sur une forte tendance haussière, tout comme en zone euro et tout comme en Chine. Donc on voit que les États-Unis freinent un petit peu, alors que les autres grandes zones, que ce soit des pays développés ou des pays émergents, sont sur une tendance qui est un peu meilleure. Ça enregistre tout simplement le fait qu'on est sur une reprise économique après l'énorme coup de frein volontaire qui avait eu lieu au début de l'année 2020 avec les différents confinements, puis la très forte réouverture, puis les différents variants, notamment le Delta, puis le Omicron, n'ont pas fait dérailler l'économie. D'ailleurs, sur la page suivante, on va faire un focus sur l'inflation, puisque l'inflation, c'est quelque chose qui est sous-jacent à cette reprise économique. Et cette inflation, ici, ce sont des graphes qui mesurent les surprises d'inflation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chiffre sur l'inflation sort, on mesure si c'est un chiffre qui est au-dessus ou en dessous de celui qui était attendu par les prévisionnistes et les économistes. Et on se rend compte qu'à peu près dans toutes les grandes zones économiques, on a des chiffres d'inflation directement ou indirectement très forts. Ça, c'est quelque chose qui est de nature à inquiéter les marchés. Pourquoi? Parce que cette inflation qui devient très forte, on peut le voir d'ailleurs sur la diapo suivante avec des chiffres sur l'inflation constatée aux États-Unis, un chiffre qui vient de sortir il y a quelques jours, puisque c'est une inflation qui est mesurée year-on-year, c'est-à-dire tous les mois sur un an. On voit que le dernier chiffre aux États-Unis montre une inflation sur un an de 7,5%, après un chiffre de 7% le mois dernier. On voit qu'on est sur des niveaux très élevés. C'est des chiffres que nous n'avions pas vus depuis près de 40 ans. Et ça, c'est de nature à inquiéter les marchés financiers. Pourquoi? Tout simplement parce que les banquiers centraux, notamment la Banque centrale américaine et notamment la Banque centrale européenne, dont le mandat officiel est de réguler le niveau des prix et donc l'inflation. Nous avait parlé jusqu'à il y a quelques semaines d'une inflation qui était transitoire, se sont rendus compte que cette inflation n'était pas si transitoire que ça et vont donc être obligés d'accélérer la normalisation de leur politique monétaire. Sur la diapo suivante, vous avez le même genre de graphique sur la zone euro. On est sur une inflation qui est un peu moins forte qu'aux États-Unis, mais on reste là aussi sur des niveaux qui sont très élevés. Vous le voyez, sur la zone euro, une inflation de 5,1% sur un an. On le voit sur le graphique de gauche, on est sur une inflation qui n'avait pas été vue depuis très très longtemps. Et là aussi, c'est de nature à remettre en cause la rapidité de la normalisation de la politique monétaire en zone euro. Je le rappelle, les banquiers centraux ont deux armes pour lutter contre les effets dévastateurs de l'inflation quand elle est trop forte ou peu élevée. On a d'abord des outils conventionnels, c'est-à-dire que les banquiers centraux peuvent jouer sur les taux, monter les taux, baisser les taux ou les laisser inchangés. Ils ont également des armes dites non conventionnelles. Ils peuvent acheter directement des actifs sur les marchés financiers, ce qu'on va appeler en anglais le QE, le quantitative easing. Et donc, on a des banquiers centraux qui, face à cette inflation qui est très forte, plus forte que celle qui était prévue, plus forte que celle qu'ils avaient anticipée, vont être obligés d'accélérer leur normalisation au sein de leur politique monétaire. Et sur la diapositive suivante, on peut regarder les taux sur le marché américain. La courbe bleue, c'est le taux effectif, c'est-à-dire ce qui s'est déjà passé par le passé. Et vous voyez les courbes qui sont à droite. La courbe en orange montre l'anticipation des taux telle qu'elle était prévue le 31 décembre dernier, donc il y a un mois et demi environ. Le trait gris montre le taux qui était prévu à la fin du mois de janvier. Et vous voyez que le dernier taux, la dernière prévision de taux, c'est le trait vert qui a été faite hier, montre qu'on est sur une anticipation de remontée des taux implicite qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte que prévu. Sur la diapo suivante, on a fait le même exercice sur la zone euro, où là aussi, on a un taux effectif qui est en bleu et en vert, en gris et en orange, c'est les taux implicites prévus. Là aussi, on voit que les taux qui étaient prévus fin 2021, puis les taux qui étaient prévus fin janvier et les taux tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, on montre qu'il y a une dynamique très forte dans cette anticipation de remontée des taux
Pourquoi est-ce que les marchés financiers sont stressés par cet événement? Tout simplement parce que le fait que les taux soient très bas a beaucoup alimenté la forte hausse des actifs risqués, notamment les actions, ces derniers mois et ces dernières années. C'est pour ça qu'une remontée assez rapide et assez forte des taux d'intérêt dans ces deux grandes banques centrales que sont la Fed et la BCE peut venir ajouter un peu de stress et d'incertitude sur les marchés financiers avec certaines actions, certains indices qui ont une valorisation élevée qui peuvent être pénalisés par une remontée des taux d'intérêt. Sur la page suivante, on a voulu vous rappeler vraiment de manière très synthétique les convictions que nous avons sur l'environnement global. Le premier point, on en parlait tout à l'heure, c'est l'aspect sanitaire où on voit quand même qu'une tendance qui est un peu meilleure depuis quelques jours, même s'il faut rester prudent. On a vu que depuis 2 ans, on a eu parfois quelques déconvenues, mais là, on a quand même quelques raisons d'être un peu optimiste. Donc, sur l'aspect sanitaire, on a plutôt une vue assez constructive. Le deuxième point, c'est l'inflation dont on vient de parler, cette inflation qui est nourrie notamment avec le cours des matières premières qui ont fortement monté depuis 2 ans. On a ensuite le troisième sujet auquel je voulais faire référence aujourd'hui, qui vient vraiment perturber la lecture des marchés financiers, les prévisions qu'on peut en faire, c'est l'aspect géopolitique, avec notamment les tensions très fortes entre la Russie et l'Ukraine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a massé des forces militaires aux frontières qu'elle a avec l'Ukraine, et on craint d'un jour à l'autre une invasion, c'est-à-dire que l'armée russe franchisse la frontière avec l'Ukraine pour pouvoir y installer ses troupes. Ça, c'est quelque chose qui est de nature à déstabiliser la lecture des marchés financiers. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est notamment un enjeu militaire qui est déjà dramatique en soi, mais c'est aussi du point de vue géopolitique quelque chose de très compliqué à regarder, puisque la Russie, c'est pas un pays comme les autres en Europe, c'est le principal fournisseur de gaz. Ce gaz transite par un certain nombre de gazoducs vers les autres pays de l'Europe, notamment de la France. Donc c'est pour ça que quand la Russie se fait pressante aux frontières de l'Ukraine, on parle pour l'instant de sanctions qui seraient données par les États-Unis et par la Commission européenne, mais on voit que ces sanctions aujourd'hui ne sont pas très très fortes. Pourquoi? Tout simplement parce que les Européens ne veulent pas couper leur principale source d'alimentation de gaz, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou les Européens, ils ont préféré de jouer la carte diplomatique. On voit que pour l'instant ça tient, mais on voit que les nouvelles qui arrivent au jour le jour et minute par minute nous montrent que les forces militaires russes restent quand même bien installées aux frontières de l'Ukraine, et ça, c'est de nature à amener de l'incertitude, et l'incertitude amène généralement, et c'est le cas aujourd'hui, de la volatilité sur les marchés. Donc vraiment, 3 sujets qu'il faut retenir pour la lecture en ce moment des marchés. La crise sanitaire qui est plutôt sur une tendance un peu meilleure qu'il y a quelques semaines, l'inflation qui est de nature à faire bouger de manière un peu plus forte, un peu plus vite les banquiers centraux, notamment la BCE et la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, et enfin la géopolitique avec ces tensions assez fortes entre la Russie et l'Ukraine. Alors là-dedans, si on passe sur la diapositive suivante, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous entrevoyons pour gérer nos portefeuilles? Tout simplement, on voit une voie ouverte vers la normalisation des politiques monétaires, avec un petit ralentissement de la croissance, une persistance d'une inflation qui restera élevée, et toujours sur un fond de situation géopolitique tendue. Pour le moment, et pour autant, pour nous, la croissance ne devrait pas être trop impactée pour 2022. On reste donc en matière d'allocation sous-pondéré sur les obligations d'État. Naturellement, on pense que les taux vont monter, vont continuer de monter, et naturellement, un taux qui monte vient pénaliser le prix des obligations, et donc on reste sous-pondéré sur cette classe d'actifs que sont les obligations souveraines. Toujours au sein des marchés obligataires, on est plutôt neutre sur les obligations d'entreprises européennes, ce qu'on appelle le crédit. Et au sein de ce crédit, on préfère le segment du high yield plutôt que le segment investment grade. Le segment du high yield, c'est les entreprises les moins bien notées du point de vue du crédit. Elles ont un meilleur rendement, elles sont un peu plus risquées. On préfère investir sur ce genre de papier plutôt que les obligations d'entreprise qui sont dans le segment investment grade, qui sont un peu mieux notées, mais qui offrent un rendement un peu moins élevé. Enfin, et c'est le principal moteur de nos portefeuilles, ce sont les actions pour lesquelles on continue
d'avoir un certain optimisme. On sait que la volatilité actuelle devrait continuer encore quelques semaines ou quelques mois, mais on reste positif sur le marché des actions avec une préférence pour la zone euro et pour les marchés émergents, notamment la Chine. D'ailleurs, on va voir ça un peu plus loin dans nos portefeuilles que nous avons construits pour le mois de février. Mais avant ça, c'était sur la diapo suivante, vous vous rappelez, quelques chiffres. Quelques chiffres tout d'abord sur la partie gauche, c'est les performances des portefeuilles conseillés, les 5 portefeuilles conseillés, le prudent, le modéré, l'équilibré, le dynamique et l'audacieux. Ce sont des performances dans la première colonne qui sont depuis le début de l'année. La deuxième colonne, c'est des performances sur un an. Et la troisième colonne à droite, c'est un rappel sur les performances de l'année 2021. Sur la partie droite, c'est des performances des marchés depuis le début de l'année et sur l'année 2021. Donc sur les marchés, sur la partie droite, ce que je vous disais, sur les marchés actions, après un excellent cru sur l'année 2021, on a un début d'année 2022, même si on n'est qu'à un mois et demi au début de l'année, qui reste quand même aujourd'hui assez négatif puisqu'on le voit que ce soit les actions de la zone euro à moins 3,8, les actions américaines à presque moins 6,5%, les actions japonaises à moins 4,7 et les marchés émergents qui sont quasiment autour de zéro. On est sur des marchés actions qui, depuis le début de l'année, présentent des performances négatives. Tout ça étant le fait justement d'un mélange des 3 points dont je vous parlais tout à l'heure, la crise sanitaire, mais surtout la politique monétaire autour de l'inflation et enfin les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Donc, quand on va vers nos portefeuilles sur la diapositive suivante, on voit les Là, différents portefeuilles. Oui, Men. c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, nous avons nos portefeuilles cibles en ce début d'année. Dans le portefeuille prudent, vous voyez qu'on a le camembert bleu qui a 57% d'actions. Dans le portefeuille modéré, 70% d'actions. Dans le portefeuille équilibré et le portefeuille dynamique et le portefeuille audacieux, 90%. Vous avez bien noté, ce sont les mêmes poids d'actions. Mais n'oubliez pas que dans cette offre EasyV, c'est la partie UC, la partie unité de compte, qui va être diluée dans votre contrat avec du fonds euro et éventuellement des produits immobiliers en fonction du profil que vous avez choisi. À côté de ce moteur de performance que sont les actions dans nos portefeuilles, nous avons le camembert orange qui représente les obligations. Et dans ces obligations, alors que je vous disais tout à l'heure que nous n'aimons pas les obligations souveraines, vous en avez la preuve puisqu'on verra un peu plus loin que nous n'en avons pas dans les portefeuilles. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que nous avons déjà, c'est un pari que nous avons déjà dans nos portefeuilles depuis de nombreux mois. Les obligations que nous avons en portefeuille, ce sont essentiellement des obligations d'entreprise qui offrent un couple rendement-risque assez attrayant. Des matières premières, c'est le camembert jaune qui va représenter 8% dans le portefeuille le plus prudent et un poids un peu plus modeste dans les profils un peu plus risqués. C'est des investissements sur les matières premières, sur des métaux précieux, notamment l'or et l'argent, qui peuvent servir d'airbag si les secousses sur les marchés devaient perdurer. Et surtout, c'est une bonne couverture si l'inflation devait perdurer. Sur la diapositive suivante, vous avez, même si elle est un peu plus riche, si elle est un peu plus colorée, vous avez un peu plus de détails quant à nos allocations. Dans la partie actions, comme je vous le disais, on va avoir tendance à avoir une préférence assez nette sur les actions de la zone euro, dans une moindre mesure sur les actions américaines et japonaises. Et on a également une préférence assez nette sur les actions émergentes, notamment les actions chinoises qui, selon nous, devraient sortir grandi au cours de cette année en termes de performance boursière. Sur la diapositive suivante, vous allez avoir le même genre de chiffres, mais sous format de tableau, et qui va vous montrer une certaine dynamique sur l'évolution du portefeuille. Depuis le mois dernier, c'est sur la diapo suivante, s'il te plaît, Imen. Ah, Dans notre, pardonne-moi. dans notre tableau, les points orange vont vous montrer les évolutions par rapport au mois précédent. Le tableau supérieur, c'est les grandes classes d'actifs. Ah, donc Actions, c'est celui-ci alors. Oui. c'était C'est celui celui-ci, d'avant. non? Donc, non, celui d'avant. Les actions, les obligations, les convertibles, les matières premières et le cash. Vous voyez que les augmentations, c'est généralement la brique orange, montre que depuis le mois dernier, on a augmenté notre pari sur les actions et on a diminué notre pari sur les matières premières. On a laissé inchangé notre pari sur les obligations et la résultante qui est le cash.
dans le tableau inférieur, on est dans des classes d'actifs avec un peu plus de détails. On a voulu accentuer notre allocation sur les actions de la zone euro, également sur les actions émergentes, et on a financé ces achats en diminuant légèrement nos allocations sur les actions américaines et sur les matières premières. Enfin, sur la diapositive suivante, vous allez Alors avoir le peut-être, résultat. Nicolas, peut-être justement revenir simplement sur les abréviations qui sont utilisées et notamment donc sur MT, CT, LT, donc on comprend que c'est moyen terme, court terme, long terme. Et sur le crédit également, en fait, je pense que tout le monde peut-être ne connaît pas XO, donc le crossover. Ah, Tu peux bien éventuellement nous expliquer de quoi il s'agit? bien sûr, tu as bien raison. Donc, on va distinguer le crédit euro IG, XO, HY. Crédit euro, je vous l'ai dit, c'est des obligations d'entreprise dans la zone euro. IG veut dire investment grade, donc c'est des entreprises qui sont plutôt bien notées du point de vue du crédit, c'est-à-dire que quand elles émettent une obligation, elles peuvent les mettre avec un taux relativement bas, tout simplement parce qu'elles ont une bonne santé financière et que donc leur remboursement aura tendance à être fait sans problème. À l'autre extrémité du spectre du risque, on a les obligations crédit euro HY, HY pour high yield, en français le haut rendement, et ces entreprises, justement à l'inverse des entreprises de la catégorie IG, ces entreprises à haut rendement, on les appelle à haut rendement tout simplement parce qu'elles sont dans un segment du crédit où leur notation financière et leur notation du point de vue du crédit est beaucoup moins bonne. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui, quand elles vont émettre une obligation, dès lors qu'elles sont dans une santé financière un peu plus précaire, sont obligées de proposer un taux beaucoup plus élevé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le haut rendement. Et cette classe d'actifs offre un couple rendement-risque qui, selon nous, aujourd'hui, est assez intéressant. Entre les deux, le crédit euro XO, XO, c'est l'abréviation pour crossover, c'est tout simplement les entreprises qui vont se situer à la frontière du IG et du HY, c'est-à-dire entre le investment grade et le high yield. C'est des entreprises qui sont donc à la frontière entre une notation qui est pas très bonne du point de vue du crédit et une notation qui est plutôt bonne du point de vue du crédit. Là aussi, c'est une classe d'actifs qui est plutôt intéressante du point de vue de son couple rendement-risque. Alors, du coup, on continue sur les choix des justement unités de compte utilisées. Alors justement, sur la page, voilà, sur cette page-ci, bah, tout simplement, on va avoir la traduction de notre allocation proposée en utilisant pardon, des fonds pour pouvoir construire le portefeuille. Pour la partie zone euro, on va utiliser le fonds Lazare Alpha Euro, le fonds LBPAM ISR Action Value Euro et le fonds LBPAM ISR Action Mid Cap. Dans cette partie action zone euro, je vous l'ai dit, c'est une zone géographique sur laquelle on a une préférence en termes d'allocation. Pour aller un peu plus loin dans le détail, on va avoir une préférence également sur le segment value. Value, en français, ce sera des entreprises qui sont plutôt décotées, c'est-à-dire que leur valeur intrinsèque reflète un potentiel d'appréciation assez élevé sur les marchés. C'est l'inverse des entreprises dites de croissance. Du fait qu'on pense que les taux vont continuer de monter, ces entreprises value auront tendance à surperformer les autres entreprises. C'est pour ça qu'on a voulu ajouter une coloration assez value sur les actions décotées dans notre allocation sur les actions de la zone euro. Également, notre fonds LBPAM ISR Action Mid Cap, là aussi pour marquer notre préférence pour les petites et moyennes capitalisations boursières au sein de notre allocation sur les actions de la zone euro. Les deux fonds suivants, le fonds Comgest Gross Japan et le fonds LBPAM ISR Action Japon, c'est pour construire notre allocation sur les actions japonaises. On a voulu diviser notre investissement avec deux fonds, le fonds Comgest Gross Japan et notre fonds LBPAM ISR Action Japon. Ensuite, notre allocation sur les actions américaines va être faite à travers plusieurs fonds. Le premier fonds Tocqueville ISR Value Amérique, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui va investir sur des actions décotées, des actions value. On a également choisi pour ce mois-ci de rentrer en portefeuille à la place du point de vue d'un arbitrage, de rentrer le fonds Edmond Rothschild US Value. Là aussi, ce sont des actions décotées. Donc, ce fonds EDRF US Value va remplacer le fonds Tocqueville ISR Value Amérique. Nous avons voulu compléter cette allocation avec le fonds AB Sustainable US thématique, là aussi pour apporter une touche ISR ESG dans notre allocation sur les actions américaines en remplaçant du fonds Franklin US Opportunities qui est juste au-dessus.
Sur les actions émergentes, dont je vous rappelle que c'est un de nos principaux moteurs et une de nos principales préférences dans l'allocation au sein de nos actions, deux produits, deux fonds. Le fonds LBPAM ISR Multi-Actions Émergentes est un fonds qui va investir sur les actions émergentes du point de vue global, l'Asie émergente, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et on a voulu apporter une touche un peu plus précise sur l'Asie émergente et sur la Chine en utilisant notre fonds LBPAM ISR Action Croissance Chine, dont la principale mission est d'aller chercher des opportunités sur le marché des actions chinoises. Ça, c'est pour notre partie action. On a voulu compléter notre allocation sur les actions en investissant sur le segment du crédit dont on parlait tout à l'heure. Et nous allons utiliser trois portefeuilles. Le portefeuille Ostrom SRI Oblique Crédit pour la partie investment grade, donc les obligations bien notées du point de vue du crédit. Le fonds Ostrom SRI Oblique Crossover, comme son nom l'indique, va chercher des obligations crossover, donc ces entreprises qui sont à la frontière entre les entreprises bien notées et mal notées du point de vue du crédit. Et enfin, le fonds Allianz Euro High Yield, qui va aller chercher des obligations dans le secteur du haut rendement. Ça, c'est pour la partie obligataire. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas de position sur les obligations souveraines. Nous n'aimons pas ça. Nous anticipons des remontées de taux. On sait très bien que cette remontée de taux pénalise le prix des obligations souveraines et donc nous n'en avons pas dans le portefeuille. On a complété cette allocation, comme je vous le disais, avec des matières premières en utilisant le fonds OFI sur les métaux précieux, principalement investis sur l'or et sur l'argent. Enfin, le dernier fonds pour les portefeuilles qui ont un résidu de cash, le fonds LBPAM ISR Absolute Return Taux, qui va être nourri avec les positions cash du portefeuille qui ne sont présentes que dans le profil P2 modéré. Voilà pour la construction du portefeuille et les changements que l'on a effectués ce mois-ci. Alors, avant de laisser la place aux questions, et elles sont nombreuses, du coup, je rappelle rapidement, vraiment rapidement, les différents éléments qui vous sont mis à disposition de manière déjà en fait à choisir votre mode de gestion si jamais justement celui-ci n'est pas encore fait et que vous hésitez entre les deux, entre la gestion libre et la gestion sous mandat au sein d'EasyV. Ensuite, également des interviews vidéo, des interviews écrites pour vous expliquer justement donc la manière dont nos gérants justement donc opèrent en ce qui concerne les portefeuilles conseillers et en ce qui concerne les mandats. Également, on vous met à disposition donc des tutos et des webinaires. Donc l'idée en fait avec Nicolas, c'est que on va vous donner rendez-vous tous les mois. Justement pour vous rendre compte des éléments liés au changement sur la perception en fait sur le marché financier, sur la macroéconomie, sur la microéconomie, et bien entendu vous faire part des variations des portefeuilles conseillés et du pourquoi, du comment. Ça, c'est la première chose. Et puis, également, donc, des tutos sur la manière d'utiliser l'interface client sur justement EasyV, la manière d'opérer des arbitrages. Donc, justement, donc ça aussi, on sait que vous en avez besoin parfois parce que c'est pas forcément évident, en tout cas au début. Donc, on vous met ça à disposition pour vous aider. Enfin, des notes d'information mensuelles, au-delà des webinaires, justement, donc avec Nicolas. On vous envoie également tous les mois une note d'information qui rend compte, là aussi, justement, donc, du panorama macro, micro et financier, et également des convictions financières et de variation des portefeuilles modèles. Donc ça vous est envoyé dans votre espace client, donc par la mailbox, tous les mois. Donc ça, c'est pour justement donc les éléments liés en fait aux outils qui vous sont mis à disposition. Donc n'hésitez pas à nous formuler vos demandes si jamais vous avez besoin de voir une thématique en particulier ou si vous avez des questions également en amont des webinaires, puisque vous savez que maintenant tous les mois vous allez avoir la possibilité justement donc d'avoir Nicolas pour éventuellement vous expliquer la manière dont ils ont opéré et la manière dont ils ont modifié les portefeuilles conseillés. Donc si vous avez des questions en amont, on sera ravis de les véhiculer justement donc à Nicolas. Et si et bien entendu, n'hésitez pas pour les questions après le webinaire. Donc 5 questions, je les évoque en fait bien entendu l'une après l'autre. Nicolas, et puis voilà, je te laisse en fait le temps de la réponse. Donc concernant tout d'abord l'inflation, Nicolas. La question c'est autour du scénario central de LBPAM et donc de ton équipe concernant la hausse des taux directeurs. Qu'est-ce qu'on attend chez LBPAM en ce qui concerne justement donc la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, à date, bien entendu.
Merci pour cette question qui est très intéressante parce qu'elle vient vraiment rythmer l'évolution des marchés financiers ces derniers temps. Que ce soit sur la banque centrale ou la banque centrale américaine ou la banque centrale européenne, les données changent de jour en jour. La prochaine réunion de banque centrale se situera mi-mars, à quelques jours d'intervalle de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. Côté Banque centrale européenne, on est sur un rythme de remontée de taux qui devrait être beaucoup plus éloigné dans le temps, probablement d'ici la fin d'année. Côté Banque centrale américaine, c'est là que les questions sont beaucoup plus fortes. C'est une banque centrale qui est confrontée à une inflation beaucoup plus forte. Et là, on a vu apparaître des communications de banquiers centraux américains, puisque je vous le rappelle, le FOMC, donc la Banque centrale américaine, c'est une banque centrale avec des gouverneurs de banque centrale de chaque État. Et on a vu pas mal de sorties de ces banquiers centraux qui ont commencé à évoquer le fait que la banque centrale américaine pourrait remonter ses taux beaucoup plus vite et pourrait les remonter beaucoup plus fort. Là, on est sur une remontée des taux de 50 BP, donc de 0,5% à la prochaine réunion qui se situera mi-mars. La probabilité de cette remontée de taux de 50 BP est très forte, très très forte, alors qu'elle était très faible il y a encore 5-6 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pour la prochaine réunion de Banque centrale, sachant qu'on anticipe entre 5 et 6 hausses de taux d'ici la fin d'année 2022 sur cette banque centrale américaine. Naturellement, la question sous-jacente, c'est au-delà de cette remontée de taux d'intérêt, ça va être la capacité de l'économie et la capacité des marchés à l'encaisser sans trop souffrir. Et là, c'est justement l'argument qui fait que dans nos allocations, on a notamment une allocation préférentielle en termes de géographie, mais également sur les différents segments de marché dont je parlais tout à l'heure. D'un côté, vous avez les actions de type value qui sont décotées. De l'autre côté, vous avez les actions croissance. Naturellement, ces actions croissance sont très fortement favorisées quand les taux sont très bas et quand les taux remontent ou quand les taux vont remonter, elles sont très fortement pénalisées. C'est ce qui fait que le Nasdaq, l'indice des actions américaines à forte identité technologique, a quand même pas mal souffert en ce début d'année et que justement ce sont les actions value et des côtés qui en profitent en ce début d'année. C'est pour ça qu'on anticipe de nouvelles hausses de taux d'ici la fin d'année. C'est pour ça que notre préférence va sur les actions value, que ce soit en zone euro ou sur les actions américaines. D'accord, donc tu penses que en fait, la rotation de style va se poursuivre en fait pendant l'année 2022. Oui, c'est ce qu'on pense Bon, aujourd'hui, sachant qu'il y a un tel retard il y a un tel retard de la value vis-à-vis de la croissance qu'il y a encore une marge d'appréciation qui est quand même assez forte. d'accord. Une question sur la Chine à présent. La question c'est quels sont les arguments de la BPAM justement qui vous amènent à être plutôt favorable aujourd'hui à une allocation sur justement la Chine et est-ce que cette allocation a vocation à date toujours à en fait augmenter au cours de l'année 2022? Alors, l'allocation pour 2022, ce sera assez difficile. On va commencer par l'allocation que nous avons faite pour le mois qui arrive et les 3 mois qui arrivent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une des deux classes d'actifs actions sur lesquelles on est assez positif. Les actions de la zone euro et ensuite les actions chinoises. Pourquoi les actions chinoises et avec quel argumentaire? Tout d'abord, les actions chinoises ont été fortement délaissées par les investisseurs au cours de l'année 2021, l'année qui vient de se terminer. Pourquoi? Parce que le pouvoir gouvernemental en Chine avait pris pas mal de résolutions qui ont été de nature à faire peur aux investisseurs. Ils ont voulu réguler le secteur des jeux vidéo, le secteur de l'éducation en ligne, le secteur de la santé, le secteur de certaines technologies. Et c'est ce qui fait que depuis l'été dernier, beaucoup d'investisseurs ont vendu leurs actions chinoises et ces actions chinoises naturellement ont baissé. On est sur des détentions d'investisseurs qui sont très basses. Et donc, ça limite la baisse de ces actions chinoises. Ensuite, pourquoi? Quel est le catalyseur qui font que pour nous, elles devraient remonter? Tout simplement, autour de la crise sanitaire, la Chine a une politique de zéro Covid, une politique très dure. C'est-à-dire que dès qu'une personne est contaminée au Covid, c'est tout son immeuble, tout son quartier qui sont confinés et généralement, ça se passe à l'échelle de provinces entières. Comme je dis souvent, pour qu'en France, on se représente bien, la dernière province en Chine qui a été confinée, un confinement assez strict, hein, beaucoup plus dur que ce qu'on peut voir en France. Donc la dernière province qui a été
confinés en Chine représentaient la moitié de la population française. Il se trouve que ce confinement s'est fait sur une région qui, était le bassin industriel où il y avait beaucoup d'usines qui fabriquaient des choses qui sont destinées à l'exportation. Deux, c'est un endroit où il y a pas mal de ports. Et on sait que justement, tout ce qui est fabriqué dans les usines en Chine, ça ne part pas ni par camion ni par avion, ça part par bateau. Donc si vous fermez une province dans laquelle il y a les usines, deux les ports, naturellement, ça quand même met un bon gros coup de frein sur l'activité chinoise. On pense que cette politique zéro Covid en Chine devrait devenir beaucoup moins stricte. Pourquoi? Parce que les Chinois ont voulu tenir bon jusqu'aux Jeux Olympiques qui ont démarré il y a quelques jours, qui se tiennent en ce moment chez eux, les Jeux Olympiques d'hiver qui se passent à Pékin, pour que justement ces JO se tiennent. On pense qu'une fois que les JO seront terminés, cette politique zéro Covid devrait être beaucoup, beaucoup moins stricte. Et donc, il y aura beaucoup moins de confinement, beaucoup moins de pans de l'activité économique qui seront fermés. Et donc, ça devrait être un moteur assez fort pour que l'économie chinoise reparte et que la performance des actions chinoises reste sur un rythme assez soutenu. D'accord, d'accord, c'est entendu. Encore plusieurs questions, du coup, je vais quand même les limiter, mais il y a une question également sur le high yield. Tout à l'heure, tu disais effectivement que au niveau crédit, obligation d'entreprise, vous étiez quand même justement sur une préférence concernant le high yield. Ça veut dire que, a priori, vous attendez pas à un taux de défaut des entreprises significatif. Absolument. Pour l'instant, on pense que ce taux de défaut va rester contenu. Je rappelle que pendant le plus dur de la crise sanitaire, donc depuis le début de l'année 2020, ce taux de défaut qui parfois avait anticipé en forte hausse, on voit que ce taux de défaut est resté finalement assez faible. On voit qu'il remonte légèrement ces derniers temps, mais pour nous, il restera contenu. Et le rendement offert par ces obligations dans le secteur à yield reste pour nous, à ce stade, un couple rendement-risque. J'insiste parce qu'on fait toujours une prévision de performance en face du risque qui est engagé pour la générer. On pense que le couple rendement-risque autour de ces obligations à yield devrait encore permettre de générer de la performance. D'accord. Trois autres points. Alors, du coup, concernant la volatilité, concernant les CPI et ensuite concernant les performances. Tout d'abord, la volatilité, qu'est-ce que suppose le regain de volatilité dans ta stratégie d'investissement? Oui, ce regain de la volatilité, bah déjà, il est nourri par les trois grands facteurs que je citais au tout début. Un, c'est la crise sanitaire, même si elle est moins prépondérante aujourd'hui, elle est moins inquiétante en tout cas dans les marchés financiers. Deux, c'est cette inflation qui vient stresser les banquiers centraux, qui va les obliger à être un peu plus actifs avec des taux qui seront remontés plus fortement et plus rapidement. Deux, ce sont ces tensions entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça, on est sur des niveaux de volatilité qui ont augmenté aujourd'hui. Ce niveau de volatilité, il n'est pas impossible que ce soit quelque chose que l'on voit rester en place tout au long de l'année. Pourquoi? Parce que ces politiques monétaires de banquiers centraux va s'étaler tout le long de l'année. Des remontées de taux, c'est quelque chose que les marchés n'avaient plus vu depuis un certain temps et on est sur des niveaux de valorisation sur certains marchés qui sont élevés. Donc, remontée de taux en face de marché actions qui, pour certains d'entre eux, sont survalorisés, peut amener un peu de volatilité et cette volatilité peut être une source d'opportunité. En tout cas, aujourd'hui, nous restons D'accord. positifs sur le marché des actions. D'accord. Mais est-ce que ça peut supposer plus de cash ou plus d'or éventuellement, par exemple? Peut-être C'est une plus question de qui est cash, pourquoi pas. L'or, pourquoi pas, ce serait pour contrer une inflation. Mais d'accord. oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est possible. Mais aujourd'hui, on préfère faire marcher le moteur de performance des actions, de garder notre position sur les matières premières. On les a légèrement diminuées le mois dernier. Éventuellement, naturellement, bah, si on devait diminuer les allocations sur les actions, les taux et les matières premières, eh bien, naturellement, on garderait une proportion de cash qui nous servirait en attendant des temps meilleurs. D'accord. Avant-dernière question, je prendrai moi concernant les SCPI la dernière question. L'avant-dernière question, c'est on constate a priori que le portefeuille dynamique a un meilleur rendement que celui que le portefeuille audacieux, pardon. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'a priori le dynamique a un rendement plus intéressant? Alors, le portefeuille dynamique et le portefeuille audacieux sont sur une construction qui est assez similaire. Le portefeuille audacieux fait intervenir des paris un tout petit peu plus marqués. Et il se trouve que ces paris un tout petit peu plus marqués ont eu des destinées légèrement différentes. C'est ce qui fait que la performance entre ces deux portefeuilles est
légèrement différentes, hein. Si vous regardez vraiment la différence qu'il y a entre les deux, ça se passe à l'échelle de la décimale. On a depuis le début de l'année deux portefeuilles qui sont à moins 4,9. C'est une performance identique. Sur un an, on est sur un portefeuille dynamique qui est à plus 3,66 et un portefeuille audacieux qui est plus 3,54. On est vraiment sur quelque chose qui est assez fin en termes de différence. Mais leur objectif de performance et de couple rendement-risque reste le même dans le portefeuille audacieux. Il y a quelques paris quand on choisit les fonds pour construire le portefeuille qui sont un peu plus risqués pour marquer justement ce caractère audacieux dans les portefeuilles. Mais généralement, ils auront une performance qui sera assez similaire. Alors, la dernière question, c'est sur les SCPI. La question qui est posée, c'est justement quel est le pourcentage maximum justement dans les SCPI qui peuvent être mis dans les contrats. Alors, donc à ma connaissance, en fait, les SCPI rentrent. Donc là, je vais vous montrer éventuellement sur mon écran qui est donc ici. Ils rentrent dans l'allocation en fait fonds euros. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez justement donc dans l'offre EasyV l'information concernant la répartition qui est ici, pour savoir plus sur la gestion libre. Et là, en fait, vous avez effectivement donc ici la répartition support euro et UC. Et en fait, alors, je ne peux pas vous donner l'information exacte, mais je serai en mesure éventuellement de vous la relayer. Cette information, c'est que donc la SCPI rentre dans justement la part support euro. Voilà, donc effectivement, on n'a pas détaillé par rapport à la SCPI. Je serai en mesure de vous apporter plus d'éléments d'information. En fait, c'est promis par email. Mais là, en fait, voilà, l'idée c'est qu'en tout cas dans ce schéma-là, donc les UC, ben, en fait, voilà, et puis les SCPI nous sont dans le bleu, en fait, voilà, tout ça. Voilà pour justement donc l'ensemble des questions posées donc pour ce webinaire. Merci énormément. Merci à toi, Nicolas. Merci pour ta pédagogie, pour tes explications qui ont été vraiment très claires. N'hésitez pas, chers clients, justement, donc, à revenir vers nous pour des remarques ou pour éventuellement d'autres questions. Cette session est enregistrée. Ça aussi, c'est très important. C'est que, en fait, les webinaires donc, sont enregistrés ou sont ensuite mis à disposition sur la chaîne YouTube et également une page va être créée, consacrée à l'ensemble de ces webinaires. Donc, vous allez pouvoir les retrouver tous dans un même espace sur notre site internet. Donc voilà, bah, merci encore une fois et puis je vous souhaite une très 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 bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. À très très bientôt. Merci, Imen, à Au revoir bientôt. Nicolas. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.